Nico, t'es à quelle profondeur? 540. Merci. Les gens, ils sont toujours intéressés par leurs racines et ils sont surtout toujours étonnés de ce qu'il y a à proximité de chez eux ou à côté de chez eux. Pour eux, l'archéologie, c'est toujours quelque chose d'assez exotique, alors que finalement, elle est partout, quoi. Camille, ton mur, c'est combien déjà? Celui devant toi. Merci. En fait, toutes les recherches qu'on fait, nous, dans notre coin en tant que scientifiques, leur but final, c'est en fait de les transmettre au grand public et de faire évoluer les connaissances générales. Je suis à combien? T'arrives à lire à peu près? Ouais, on va dire 8 mètres à peu près, ouais. Le désir de comprendre un petit peu son passé. Je pense que pour une société, c'est la même chose, de comprendre son évolution. Donc c'est tout cet attrait pour l'humain, finalement. 147. Observation enregistrée. Sous la pluie, le vent ou le soleil, à genoux dans la poussière, accompagné par le chant ronronnant de la pelle mécanique qui creuse avec une délicatesse et une précision au centimètre, archéologues, anthropologues, céramologues ou encore géomorphologues de l'équipe d'archéologie préventive du pôle de recherche de Nantes Métropole fouillent au quotidien notre territoire pour construire notre histoire. Les archéologues font parler la terre nantaise, un documentaire proposé par Nantes Métropole. Observation enregistrée. En fait, nous on travaille pour la métropole et on s'installe, comme tu l'as dit, partout où il y a des chantiers. Alors pas sur tous les chantiers, mais dans les endroits qui sont sensibles. Bourg de Saint-Herblain, place de l'Abbé Chérel. On fouille seulement dans les trous qui sont faits pour le chantier. On n'a pas le droit de fouiller ailleurs. Bon, ça s'appelle de l'archéologie préventive. Le mot est un peu compliqué, on s'en fiche, mais c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'on fait des trous seulement là où il y a les travaux. Ouais. Et sinon, c'est de la dégradation des droits publics. La dégradation des droits publics, on va dire non, tu m'as l'air bien au courant de la législation, toi. Alors l'archéologie préventive, c'est l'archéologie qu'on pratique sur les travaux d'aménagement, c'est-à-dire que comme les travaux d'aménagement dans l'espace public détruisent des sites archéologiques, le but c'est de les fouiller, de les étudier avant qu'ils disparaissent. Je suis Mathieu Laurence Berge, je suis donc le responsable d'opération pour le Moyen-Âge à la direction du patrimoine. Donc en fait, c'est pas nous qui choisissons où on veut aller fouiller, c'est vraiment quelque chose qui est déterminé par des projets d'aménagement qui sont financés par les aménageurs. Donc on a aussi des contraintes de financement, de temps, etc. qui ne sont pas de notre ressort. Je m'appelle Camille Bouffiès, donc je suis archéo-anthropologue. Là, je suis en tant que contractuelle au service archéologique de Nantes Métropole. L'archéologie préventive, qu'on appelait initialement de sauvetage, est née dans les années 70 et surtout 80 avec les grands aménagements du territoire français. Et donc, s'est mise en place au fil des années une législation qui a permis d'intervenir dans un cadre réglementaire à peu près normé. Je suis Frédéric Mercier, je suis le responsable du service de recherche archéologique de Nantes Métropole. Généralement, les gens font assez peu de différence entre le chantier d'aménagement qui est en cours, le chantier de travaux publics et puis l'archéologie, parce qu'on est habillé pareil. On utilise des outils qui sont similaires, de la pelle mécanique à la truelle en passant par des plus gros outils. Donc c'est une ambiance de chantier déjà, et puis en général c'est une excavation, un décapage, donc c'est-à-dire que les niveaux superficiels de sol ont été enlevés et qu'apparaissent donc des bouts de murs, des fosses, des creusements qu'on fouille méthodiquement dans l'ordre. T'arrives encore à descendre? Alors sur Nantes, on est une équipe fixe de 5 agents, 5 archéologues, autour de laquelle gravitent une douzaine d'agents temporaires qui viennent pour des contrats spécifiques de 6 mois, 1 an et demi. Donc en gros, une quinzaine de personnes pour travailler sur le territoire de la métropole nantaise. C'est une ambiance qui est assez conviviale, de toute façon. On est un petit peu obligé parce que des fois on a des conditions un peu difficiles dans la boue, sous le soleil, etc. Donc il y a souvent un esprit d'équipe qui est assez fort. Et puis, y a beaucoup de gens qui deviennent amis aussi au boulot, quoi. Donc c'est une ambiance qui est sympa.
C'était le plan d'action 32, merde. Non, je vais chercher le GPS moi. Faciliter le redressement. Il va plus vous rester grand chose. Alors actuellement, c'est le ministère de la Culture, donc c'est l'État qui, depuis le début jusqu'à la fin du processus archéologique, gère les procédures. Et ce sont des opérateurs ensuite publics pour l'essentiel, l'INRAP ou les opérateurs de collectivités comme nous sommes, qui vont intervenir. Il y a eu plusieurs petits scandales archéologiques, des chantiers qui ont entraîné des destructions. Et donc ça a été une promesse électorale de créer un service patrimonial qui puisse s'occuper de ça. Ouais. Et donc le fait d'avoir un service dans la collectivité, évidemment ça permet d'abord une meilleure réactivité, qui est bien meilleure que celle de l'INRAP, qui ont des temps de mise en place de leur chantier beaucoup plus longs. Et puis, c'est aussi un pari sur la connaissance et sur l'acquisition pour le territoire de nouvelles connaissances. Vous voyez, ça c'est un très vieux sol. Ça, on réalise à peu près entre 15 et 20 opérations sur la métropole chaque année. Donc vous voyez qu'avec le temps, les couches elles se déposent. Comme dans un gâteau marbré ou comme dans un hamburger. Et donc l'archéologue, il enlève les couches les unes après les autres pour descendre jusqu'au rocher. Parce qu'évidemment, nous, ce qu'on retrouve, c'est les poubelles. Ce que fouillent les archéologues, c'est les poubelles des gens du Moyen-Âge. 2-3 ans avant une opération, avant l'aménagement, on va prendre contact avec l'aménageur et mettre en place, avec les services de l'État, le protocole et le calendrier de cette opération. Ça ne devient plus un problème pour l'aménagement, qui pourra se faire dans les calendriers prévus. De toute façon, il faut le temps qu'il faut. Hein. Voilà. Si c'est 2 semaines, 3 semaines, vous aviez prévu combien on est à 2 mois habituels. 2 mois. Donc c'est une durée générique. Oui, non, mais c'est une durée indicative. On va plutôt partir sur les 2 semaines. Toi, tu pars plutôt dans l'idée de le faire tout de suite derrière, et dans les 2 semaines. Okay. Ok, donc ça permettra de revenir vers l'aménageur assez vite. Prescription de fouille, et ensuite interviennent le diagnostic, savoir s'il y a des vestiges ou pas. On va refaire un sondage, redécaper là entre les deux. Mauves-sur-Loire, jardin d'un particulier. Là où il y a la pioche, un carré là comme ça. On est venu aujourd'hui, suite à une prescription de la DRAC, avec une pelle mécanique pour faire des sondages. C'est-à-dire qu'on enlève toute la terre végétale, la terre récente, et jusqu'à rencontrer les vestiges archéologiques, s'il y en a. Et donc on va jusqu'au terrain naturel, comme ça, géologique, pour s'assurer de la présence ou non de vestiges archéologiques. Alors là, ici, c'est le cas, il y a des vestiges archéologiques. Une rue antique, gallo-romaine, qui a déjà été aperçue par d'autres archéologues sur d'autres fouilles. Donc ça nous permet de restituer son tracé le plus exactement possible. Et c'est une rue, semble-t-il, assez importante pour la ville antique de Mauves, dont on ignore le nom à l'époque d'ailleurs. C'est l'axe principal, semble-t-il, de la ville. S'il n'est toujours pas là, on laisse tomber. De toute façon, on peut pas aller plus loin. Une fois qu'on arrive au niveau archéologique, on va fouiller les structures plus ou moins finement en fonction de leur nature. Dans le cas d'une sépulture, forcément, dès qu'on arrive au niveau du squelette, on va arriver à une fouille très fine pour dégager tous les ossements et tous les éléments qui peuvent être déposés dans la tombe. Ça va être dégager un peu grossièrement les os à la truelle. Et puis après, on va aller avec des petits outils de dentiste, des petites cuillères, des petits pinceaux pour enlever toute la terre autour des os sans les faire bouger. Même quand finalement on est avec les petits outils, ça peut être assez physique parce qu'on peut être dans des positions un peu inconfortables pendant longtemps. Donc des fois ça fait du bien de se défouler un peu à la pioche pour retourner aux choses plus fines. L'étude d'un site archéologique, déjà ça implique énormément de personnes différentes. Donc il y a le responsable d'opération forcément, et puis ensuite il y a tous les différents spécialistes et également toutes les personnes qui fouillent le chantier forcément, qui demandent pas mal de monde. Et puis ensuite chaque personne va avoir aussi sa spécialité. Donc voilà, moi ça va être l'étude anthropologique, mais ensuite on va avoir par exemple une personne qui peut être spécialiste du bâti par exemple, une personne qui va être spécialiste de la céramique, de la géomorphologie. Enfin voilà, il y a vraiment plein de spécialités très différentes et donc c'est ensuite de rassembler toutes ces spécialités pour comprendre le site dans son ensemble. Donc c'est que du collaboratif en fait. On fait des prélèvements, on voit une petite feuille qui apparaît. Rezé, site de transfert.
Il y a des petits éléments de branchage et de feuilles sur lesquels on va essayer de faire des datations au carbone 14. Et là on voit un sédiment qui est beaucoup plus sableux, qui fait plus lité, ça fait un petit peu plus compressé. On est sur quelque chose d'un peu plus ancien. Sous le nom d'archéologue, il y a des spécialistes évidemment par période chronologique, mais il y a aussi des spécialistes de technique, par exemple de l'étude des graines, des pollens, de plein de matériaux différents, des ossements. Donc ça nécessite des équipes qui sont vraiment pluridisciplinaires. On voit bien la feuille ici. C'est ce qu'on appelle de la phragmite, un bout de roseau qui était contenu dans le fond, là on est dans des sables. On va le garder, c'est intéressant d'arriver à le dater. Les datations radiocarbone, c'est vraiment des grosses machines qui coûtent très cher et on envoie à d'autres laboratoires. Ça peut être très rapide, en 3 semaines on peut avoir une date, mais ça peut être en 3 mois, 6 mois en fonction des listes d'attente des laboratoires. Est-ce que tu veux que je te fasse une petite photo des sédiments sur fond un peu sympa avec une petite... Je crois que si vous demandez à tout archéologue ses premières opérations de fouille, il ne voyait rien du tout. Hein, voilà. Donc, effectivement, on sait former l'œil, on sait ce que l'on cherche, mais il y a effectivement des distinctions souvent chromatiques de couleurs de terre qui sont difficilement perceptibles. Mais on y est sensibilisé, hein, donc au bout de plusieurs années, on finit par voir des choses. Oui, on en a trouvé pas mal, hein, parce qu'on a 25 caisses de petits sacs remplis de tessons, et on a trouvé 360 sépultures, 360 squelettes, donc ça commence à faire beaucoup. Tous ces squelettes, on l'a dit tout à l'heure, on les met dans des caisses, des sacs, et après c'est Camille qui les étudie dans son laboratoire. Le squelette va nous livrer plein d'informations en fait sur les individus. Alors ça peut être déjà le sexe, l'âge des individus. Il peut y avoir tout un tas de pathologies qui peuvent être visibles sur le squelette. On peut également avoir des informations sur l'alimentation, par exemple, en étudiant l'usure dentaire ou en faisant des analyses chimiques sur les ossements. Donc voilà, il y a énormément d'informations sur la vie des individus qui sont conservés dans les ossements. Je vais avoir un rôle important aussi sur le terrain. Je vais faire des observations précises sur la position du squelette pour essayer de comprendre la façon dont les individus ont été inhumés sur les pratiques funéraires. Donc il y a vraiment un aspect terrain et un aspect laboratoire et les deux sont très complémentaires. Une fois qu'on a tout dégagé, après on va faire énormément de relevés. On va faire des photos, on va enregistrer la position avec soit un GPS ou un tachéomètre. On va remplir plein de fiches d'observation, faire des mesures, voilà, pour avoir le plus d'informations possible sur le contexte. Là on inventorie tout, les photos qu'on prend, les descriptions, les prélèvements qu'on fait, pour savoir exactement où est-ce que ça se situe, d'où proviennent les éléments qu'on a trouvés. C'est comme un puzzle géant en 4 dimensions. Après, une fois qu'on a fini le terrain, va y avoir toute une phase de stabilisation des données, c'est-à-dire qu'on va accumuler énormément de données sur le terrain, qu'après il faut traiter, donc il faut informatiser les informations, trier les photos, enfin voilà, il y a quand même une masse de travail assez important pour traiter tout ça. Tous les dessins qu'on peut faire sur le terrain, on va les refaire ensuite sur ordinateur. Et une fois que tout ça est fait, l'étude en elle-même va pouvoir commencer. En gros, là, je remplis une base de données sur Excel ou autre avec tout un tas d'observations. Une fois que toutes les données sont enregistrées, il faut faire toute cette analyse qui arrive vraiment à la fin et qui est le moment surtout intéressant. Mais avant ça, il y a un énorme travail d'acquisition de données depuis le terrain jusqu'à l'analyse. Légalement, on a un délai de 2 ans normalement pour rendre le rapport à la suite de l'opération. Alors là, on est dans le dépôt où on a des caisses et des caisses de mobilier, de collection, constituées pour l'essentiel de céramique, de terre cuite. Nantes, centre archéologique de la Moronnière. Et là, donc, chaque caisse est référencée par site archéologique, l'année de la fouille. Ensuite référencé par structure, ça provient d'une fosse, d'un fossé, d'un trou de poteau, d'un mur, avec son numéro d'identification. Et puis ensuite, la couche archéologique
d'où provient l'objet. Ces objets sont remontés en partie, recollés. Donc c'est tout l'historique de la fouille, de la collection qui est archivée dans ce dépôt, soigneusement rangé. L'archéologie préventive a fait faire un bond énorme dans la connaissance de l'histoire des territoires. En prenant un exemple tout simple, un seul, il y en a 1000 autres, la connaissance de l'âge du fer, c'est-à-dire les Gaulois, en gros les 5-6 siècles qui précèdent notre ère. Il y a 40 ans, dans la région des Pays-de-la-Loire, on connaissait très très peu de sites. Aujourd'hui, on connaît plusieurs centaines de sites gaulois qui ont été découverts au gré des travaux, des recherches effectuées sur les autoroutes, sur les lignes LGV ou sur les grandes zones d'activité concertée, les ZAC, qui font 30, 40, 50 hectares. Et c'est vraiment l'archéologie préventive qui a permis ces découvertes-là. Même chose également dans les villes, les centres urbains, où la plupart des opérations préventives révèlent des pans de l'histoire d'une ville, de la ville de Nantes, à l'époque antique, à l'époque du Haut Moyen-Âge, à l'époque du Moyen-Âge classique ou à l'époque moderne. L'archéologie préventive constitue un apport essentiel. Eh ben, figure-toi, regarde, réfléchis bien. Si j'ai une couche de terre et que je vais aller voir la couche qui est en dessous, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Bah voilà. Donc l'archéologie, c'est une science un peu bizarre parce qu'elle détruit ses preuves au fur et à mesure qu'elle cherche. Et c'est pour ça... Évidemment, dans Nantes et autour de Nantes, il y a un aménagement qui est assez soutenu. Donc il y a quand même eu pas mal de sites qui ont été fouillés, notamment sur Nantes. C'est pas mal de choses qui concernent l'enceinte médiévale, c'est-à-dire la fortification qui entourait la ville à partir du XIIIe siècle. Donc là-dessus, en plusieurs points, on a eu l'occasion de l'étudier, de la découvrir déjà. Donc des tours, notamment vers la place du Commerce, l'ancien square Fleuriot, où la tour d'angle sud qui donnait sur la Loire a été découverte. Donc on a pas mal progressé dans ce domaine-là. Bon, ça peut arriver de tomber sur des trésors, des choses qui brillent, mais c'est assez rare finalement, puis c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Dans les satisfactions qu'on peut avoir en tant qu'archéologue, c'est d'avoir bien fait son boulot, c'est-à-dire d'avoir essayé de comprendre à partir de peu d'éléments conservés, de restituer de façon très humble, parce qu'on peut vite raconter n'importe quoi, mais ça heureusement la communauté scientifique est là pour vous rappeler si vous dérapez un petit peu assez vite. Il faut, c'est d'établir sur des faits argumentés. Mais souvent, il faut quand même savoir qu'on est dans le doute et dans le questionnement permanent. C'est sûr qu'il y a rarement des certitudes en archéologie, parce que forcément, on ne peut pas retourner dans le passé pour être certain de ce qu'on dit. Donc, on essaye au maximum d'apporter des éléments scientifiques qui vont justifier nos hypothèses, mais ça reste des hypothèses. Je sais pas. Ça vient sceller le mur, ça? C'est vrai que là, il vient dessus, là. Dessus ou contre? Ah oui, mais contre, ça n'existe pas. Bah, il vient... S'il est contre, il est quand même postérieur. Ouais. Oui, alors oui, pardon, oui. Ah oui, alors du coup, oui, donc il est dessus. Oui, pour moi, il est postérieur. Bon, ben on est d'accord. On participe, si on peut dire, à récupérer des matériaux, des sources de l'histoire. Alors, pour écrire l'histoire, il y a beaucoup de sources, finalement. On dit les historiens, les archéologues, mais les historiens, ils étudient les textes, qui sont une source. Les archéologues étudient les restes matériels. Mais finalement, maintenant, on fait aussi de l'histoire des milieux naturels, des fleuves, des rivières, de tous les paysages. Donc, il y a beaucoup de matériaux pour permettre d'écrire cette histoire. Et l'archéologie permet d'en découvrir seulement une partie. C'est un regard sur l'histoire. Puis les découvertes, au fil du temps, remettent aussi en question des visions qu'on avait dans le passé. On va questionner le fait que jusqu'à cette époque-là, c'était principalement des hommes qui étaient archéologues et qui donc avaient des questions d'hommes et qui occultaient complètement la question de la femme dans les sociétés. C'est-à-dire que les sociétés anciennes, elles étaient étudiées que par le prisme de la place de l'homme dans ces sociétés-là et pas du tout la place de la femme, où on projetait une image actuelle en se disant les femmes, elles étaient chez elles faisaient à manger et s'occuper des enfants, et puis sans se poser la question de est-ce qu'elles avaient pu, je sais pas, être des chasseuses. Voilà, c'était pas des questions qui étaient du tout évoquées parce que ça correspondait pas du tout à la société de l'époque, et de se dire que non, si on veut dire les femmes faisaient la cuisine et les hommes la chasse, il faut avoir des données scientifiques qui le prouvent et pas juste se dire non, c'était comme ça parce que ça a toujours été comme ça, ce qui n'est pas le cas.
Par exemple, pendant longtemps, on s'est dit, même si on ne connaît pas le sexe vraiment biologique de l'individu, dans cette tombe, il y a une épée, donc c'est un homme. On s'est rendu compte que pas toujours. Des fois, en fait, si on étudie vraiment le squelette, on voit que c'est une femme qui est enterrée avec une épée. Et donc ça, c'est des choses qu'avant, on pensait acquises et qui finalement ne le sont pas du tout. Donc c'est une construction permanente, c'est le propre de toute discipline scientifique, de renouveler et de remettre en question les conclusions de nos prédécesseurs d'il y a 5-10 ans. Si vous avez chez vous un ouvrage sur la préhistoire qui a été édité dans les années 50, qui était à l'époque à la pointe, aujourd'hui il n'a quasiment plus aucune valeur. Est-ce que si ici je la lave, elle perdra sa couleur? Elle gardera sa couleur. Hop. On voit mieux les couleurs là. Ça sert à quoi? Je mouille juste pour mieux voir les couleurs de la terre et tout ça, pour faire des photos après. Moi j'aime bien la médiation, parce que c'est vrai que le but final c'est quand même que la société dans son ensemble en profite, donc c'est quelque chose d'intéressant. Pour moi c'est un des aspects essentiels de notre travail. Pour moi c'est très important, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler dans une collectivité. C'est pour avoir un contact avec le public, c'est un service public ce qu'on fait. Donc pour moi c'est vraiment très très important aussi qu'il y ait un dialogue avec les citoyens, avec les publics, et qu'ils puissent s'approprier aussi cette connaissance qui est en fait étudiée pour eux, quoi. Est-ce que tu crois que ce serait intéressant de mettre 360 squelettes dans un musée? Parce qu'ils se ressemblent beaucoup, les squelettes. Un humain, ça ressemble beaucoup à un autre humain, en fait. Ton crâne à toi, tu vois, si je prends ton crâne à toi, le crâne de ton camarade, le crâne de ta camarade, tu seras incapable de faire la différence. Incapable, vous avez les mêmes. Donc ça sert à rien de les mettre dans un musée. Il y a quelques objets qui peuvent aller dans un musée. Ils y vont le plus souvent dans le cadre d'expositions. Alors, à Nantes, le pôle archéologique est composé du service archéologique dans lequel nous sommes et également du chronographe, qui est l'établissement qui est donc implanté à Rezé, sur le site du port antique de Saint-Lupien. Et ce qui est juste derrière, ce sont les anciens entrepôts du port antique de Rezé. D'accord. Ensuite, vous avez donc une grande voie qui faisait 7 mètres de large, où on transportait donc la marchandise qui arrivait directement du port, donc des quais. Et qui était transporté à ce niveau-là où il y avait des boutiques avec donc des personnes qui vendaient la marchandise qui arrivait directement de la Loire. Mais ici, il y avait des thermes. Il y avait des thermes juste là, et ceux-là, oui, les thermes ont été recouverts. L'établissement qui a vocation à présenter le site de Rezé, également les découvertes archéologiques réalisées sur le site de la métropole. Aujourd'hui, c'est le développement de la métropole et les travaux d'aménagement urbain qui permettent aux archéologues de poursuivre leurs recherches. Fouille après fouille, découverte après découverte, ils apportent un nouvel éclairage sur la vie des hommes qui ont occupé ces territoires. Et puis ça s'allume. Regarde tout ce qu'on a trouvé. Dis donc, que nous apprennent tous ces restes, essayer de les faire parler. Souvent on dit que pour vivre dans le présent ou dans le futur, on a quand même besoin de savoir pas mal de choses sur d'où on vient. Donc l'archéologie c'est ça. Et puis au final, en fait, ce qu'il faut bien penser, c'est que c'est pas juste un plaisir d'archéologue de fouiller et d'acquérir de la connaissance, c'est qu'au final, tout au fond de la chaîne, c'est aussi une chose qui normalement doit repasser au public, aux scolaires notamment, tout au final dans les livres d'histoire, etc. Et que ça nous permet, même sur des choses qui peuvent paraître très ponctuelles, très précises aux gens, c'est-à-dire un petit site archéologique autour d'une église par exemple, ça va nous permettre d'acquérir beaucoup de connaissances sur les populations passées et de progresser dans cette connaissance. Et si on ne les fouille pas, à ce moment-là, quand les travaux sont faits, c'est quelque chose qui va disparaître. C'est un petit peu comme le développement durable finalement, c'est préserver le patrimoine qu'on a, qu'il soit naturel, culturel ou historique, et puis le conserver pour les générations futures. Et dans 200 ans. Et dans 200 ans, il y a les archéologues qui reviendront. C'est vous qui reviendront. Oui, regardez là-bas, au niveau de la pioche là. Est-ce que vous voyez l'ancienne route en pavé? On se rend compte en regardant plus en arrière que l'aménagement du territoire il existe depuis très longtemps, avec des phases relativement douces. Les premières sont celles du néolithique. On a très peu de traces sur Nantes, mais on le connaît un peu mieux dans d'autres contrées dans la région.
où là on va avoir les premiers aménagements ruraux. Et à l'âge du bronze et surtout à l'âge du fer, on voit une densification extrêmement forte. Donc là, il y a vraiment une emprise très très forte sur le paysage dès cette époque-là, qui va se prolonger également à l'époque antique, à l'époque romaine. Et on voit l'urbanisation s'accélérer du 7e, 18e siècle, 19e et 20e. Quand on regarde les cartes, c'est juste affolant. Mais ce n'est pas un phénomène nouveau, évidemment. Maintenant, il se fait dans des proportions énormes, avec des moyens. Je pense qu'il serait temps de se calmer un petit peu sur l'artificialisation des sols, quoi. Ça peut donner des clés aussi par rapport à ce qui nous arrive et donc d'avoir des références un peu, de se dire bah voilà, ça se passe comme ça aujourd'hui, mais c'est peut-être déjà arrivé un peu différemment, mais ailleurs ou à d'autres périodes, comment est-ce que les sociétés réagissent vis-à-vis de ça, etc. Donc ça permet oui de prendre du recul. Il y aura toujours des choses à découvrir sur les populations anciennes, évidemment, mais avec plus de précision, peut-être des questions plus précises à poser. Et puis je pense que les archéologues du futur, et déjà ceux du présent, s'intéressent à l'archéologie du présent. Donc vu les traces qu'on est en train de laisser un peu partout, l'homme est un prédateur et un conquérant de l'espace. C'est un devoir collectif aussi pour une société de savoir d'où elle vient, de comprendre son histoire, son passé, pour mieux comprendre aussi la façon dont elle fonctionne aujourd'hui. Vu peut-être le faible nombre de traces qui restera de nos sources, papier il en restera, mais numérique, je ne sais pas. On peut se poser la question des archives numériques. Je pense que les archéologues du futur auront beaucoup à étudier sur la période actuelle. Je crois que le patrimoine essentiel, quand même, on s'en rend compte chaque jour, jour après jour, c'est quand même le patrimoine naturel, environnemental, celui de la vie, qui est avant tout à préserver et à mettre en valeur et surtout à sauvegarder, quoi. Les archéologues font parler la terre nantaise, un documentaire réalisé par Julie Ozou. Avec les voix de Camille Bouffiès, Frédéric Mercier, Mathieu Laurence-Berge, Nicolas Lacoste, Axel Beauchamp, Annabelle Dufournay, Christian Leboulaire, Anne Thivaud, Guillaume Varenne et Cynthia Morin. Musique, Gedanken, l'Isolated. Merci à tout le service, à la classe de CM1, CM2 de l'école Françoise Giroud de Saint-Herblain et son enseignante Gwenaëlle Blanchet, à l'association Réactivité, à Jet FM et Cécile Préfol. Super bouché, hein. Vous avez réussi à voir ce que vous voulez du coup ? Ouais, c'était super.